On va donc maintenant parler d'un sujet qui est celui de la sécurité en Afrique, parce que si on parle de développement, si on parle de numérique, si on parle de mutation, l'aspect sécuritaire est extrêmement important. Et c'est Madame Niagale Bakayoko qui va venir donc nous en parler. Elle est chercheure et enseignante à l'Institut d'études politiques de Paris. Elle représente aussi le think tank African Security Sector Network dans cette réunion. Et puisqu'on a beaucoup déjà parlé de la francophonie, eh bien, elle a réalisé de nombreuses études pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous propose donc d'écouter Madame Niagale Bakayoko. Merci beaucoup. Juste une toute petite rectification. J'ai en effet enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, mais ce n'est absolument pas le cas actuellement. Et j'ai travaillé pour l'Organisation internationale de la francophonie, mais ce n'est plus le cas non plus. Donc aujourd'hui, voilà, je suis ravie d'être parmi vous et remercie le Forum économique rhodanien pour cette invitation. J'avoue que je m'exprime devant un parterre dont je suis assez peu familière, puisque je travaille plutôt sur les questions politiques et sécuritaires, davantage que sur les questions d'ordre économique. Et donc l'objet de ma présentation va vraiment être, comme me l'a demandé Monsieur Pallis, de brosser un tableau de l'environnement sécuritaire africain. Alors je centrerai mon propos pour correspondre au mieux au périmètre envisagé ici. Tout d'abord, je vais me concentrer sur l'Afrique francophone. Donc, quelle est la situation sécuritaire actuelle dans cet espace? Alors, il est important de faire un lien entre, bien entendu, la gouvernance politique, la gouvernance démocratique, et l'évolution de la situation sécuritaire sur le continent, qu'on présente toujours comme ravagée par les conflits. Alors je vais bien entendu me concentrer sur les questions de violence et de conflits, mais je pense qu'il est important de dire que la situation qu'a connue la région pendant les années 90 et 2000, la région d'Afrique de l'Ouest, a évolué et que un certain nombre d'acquis en matière de gouvernance démocratique ont pu être constatés dans la région ouest africaine. Un tel constat n'est malheureusement pas valable pour l'Afrique centrale, où perdure une structure de gouvernance majoritairement autoritaire. Pardon pour la faute d'orthographe que je constate. Cependant, l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique centrale se trouve aujourd'hui confrontée, comme vous le savez, à des conflits majeurs qui sont concentrés autour de la bande sahélienne, avec le conflit qui a éclaté au Mali en 2012-2013, d'une part, et qui se propage actuellement au Burkina Faso, au Niger, voire vers les pays côtiers. Et d'autre part, la crise qui se situe dans les alentours du bassin du lac Tchad et qui est due aux agissements de la secte Boko Haram. Par ailleurs, les deux foyers de crise majeurs qui ont éclaté dans les années 90 en Afrique centrale perdurent en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Il est important de connaître les mesures qui sont prises en matière de sécurité collective pour faire face à ces situations. D'abord, l'Afrique est bien sûr un continent, le continent par excellence, où sont présentes les puissances étrangères. La France, bien entendu. Sur cette présentation PowerPoint, j'ai uniquement représenté la présence française à travers son opération majeure qui est l'opération Barkhane, qui se situe dans le Sahel. L'opération Barkhane qui est le prolongement de l'opération qui a été lancée en 2013 pour
arrêté l'offensive rebelle et djihadiste au nord du Mali et qui, par la suite, a été étendue, comme vous le voyez, au périmètre grisé. Ne figure pas sur cette carte la présence militaire française permanente dans d'autres zones, hein, les forces prépositionnées, parce que j'imagine que vous êtes plus familier avec ça. La France n'est pas le seul acteur étranger présent sur le continent. Et là, j'ai voulu, par cette présentation, représenter les partenaires du continent qui sont également très présents. Donc, en l'occurrence, les États-Unis, la Chine et la Russie. Alors, je terminerai par le dernier que je viens de citer, donc la Russie, qu'on voit de plus en plus présente, notamment dans des endroits dont se désinvestissent d'autres acteurs, et notamment la République centrafricaine, ce qui suscite d'ailleurs un certain mécontentement de la part des autorités françaises, mais qui également redevient présente auprès des pays qui ont beaucoup coopéré avec l'ex-URSS et de nouveau le Mali. La présence chinoise est intéressante d'un point de vue militaire en ce qu'elle est double. C'est-à-dire que la Chine est de plus en plus présente en termes d'accords, de coopération ou de la base qu'elle établit dans la Corne de l'Afrique, mais il est aussi important de dire qu'elle est de plus en plus présente dans les opérations de maintien de la paix. C'est une façon pour la Chine de s'affirmer politiquement aussi. Hein, c'est peut-être un volet qu'on regarde moins, mais alors que les grands acteurs comme la France et les États-Unis ne participent plus en tant que tels en envoyant des troupes sur le continent, l'une des stratégies de la Chine est d'être très présente dans ces opérations de maintien de la paix. La présence américaine, elle, est de manière plus attendue, très centrée sur la lutte antiterroriste, notamment dans le cadre de la Trans-Saharan Initiative, qu'on va représenter ici. Mais les Américains sont également très présents dans un certain nombre de programmes en matière de soutien à la réforme des systèmes de sécurité, sur laquelle je vais revenir un peu plus tard dans mon exposé. Il y a également un grand nombre d'interventions multilatérales actuellement sur le continent africain. Je vous ai représenté ici à la fois les interventions de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne. Alors les formes que prennent ces missions sont différentes. C'est-à-dire que, vous entendez tous parler de ces missions des Nations Unies, dont les principales, je mets de côté l'intervention, la présence onusienne au Sahara occidental, qui est ancienne et qui dure, hein, parce que le conflit est gelé. Mais donc les principales missions actuelles sont la MINUSMA au Mali, la MINUSCA en République centrafricaine et toujours la MONUSCO, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ayant été fermée il y a simplement quelques mois. La présence de l'Union européenne se fait dans un cadre complètement différent. On n'a pas des missions de maintien de la paix. Alors, on n'appelle plus depuis quelques mois aussi les missions de l'ONU missions de maintien de la paix. On les appelle maintenant les missions de paix parce que on s'aperçoit que le type de conflictualité s'est modifié sur le continent africain. Donc, on ne parle pas de missions dans lesquelles il s'agit de maintenir la paix entre des belligérants sur la base d'un accord de paix. Ça s'est complexifié, donc on a changé la terminologie. Mais l'Union européenne n'est pas du tout sur ce secteur d'intervention-là. Elle a des missions qui sont très très importantes, des missions d'entraînement et de renforcement des forces de défense et de sécurité. Les principales sont situées, là encore, en République centrafricaine et surtout au Sahel, avec une grosse mission militaire qui s'appelle IUTM au Mali,
et une double mission de renforcement des capacités policières qui est à la fois centrée sur le Mali et sur le Niger. Je précise que le Niger est un pays qui attire beaucoup de coopération en matière de sécurité. Donc, outre la présence de cette mission IUTM, il faut savoir que certains des partenaires que je n'ai pas, étrangers que je n'ai pas présentés sont présents. Les Italiens sont présents. Les Allemands sont également présents. C'est un pays où se concentre aujourd'hui, parce qu'on estime qu'il s'agit d'une sorte de verrou, un certain nombre de partenaires étrangers. Mais il est aussi important de voir que l'une des nouveautés par rapport aux années 90 notamment a été l'émergence d'une architecture africaine et de paix et de sécurité qui a été mise en place dans le cadre de l'Union africaine. Donc il a été décidé de créer cette architecture africaine de paix et de sécurité qu'on appelle APSA par rapport en faisant référence à l'acronyme anglais. Elle s'appuie à la fois sur un conseil de paix et de sécurité qui a été mis en place au niveau de l'Union africaine, qui se veut un peu l'équivalent, pour simplifier, du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui comprend quand même 15 membres. Vous avez la commission de l'Union africaine qui comporte un département paix et sécurité. Il y existe une force africaine en attente et également des dispositifs sécuritaires qui ont été mis en place au niveau des communautés économiques régionales. Bon, vous savez sans doute que la force africaine en attente, on ne l'a pas beaucoup vu se manifester. Ce sont des brigades, des stand-by forces, qui existent, mais qu'on a eu du mal à mobiliser dans le cadre des crises récentes. Il faut savoir que le dispositif mis en place au niveau des communautés économiques régionales a en réalité précédé celui qui est mis en place au niveau de l'Union africaine, notamment, si on reste centré sur l'Afrique francophone, en ce qui concerne la CEDEAO, qui a été la première communauté économique régionale à considérer que pour favoriser le développement économique et les activités sur le continent, il fallait qu'elle s'investisse sur ces questions-là, et physiquement qu'elle s'investisse. Et donc, dès la fin des années 90, avait créé la première force d'intervention qui s'appelait les COMOG. Et donc, c'est ça qui a préfiguré le dispositif qui a ensuite été institutionnalisé dans le cadre de l'Union africaine. Mais ce serait beaucoup trop simple si en Afrique, il y avait uniquement cette architecture africaine de paix et de sécurité. En réalité, comme vous pouvez le voir sur la carte, il existe de multiples structures de gestion des conflits qui sont très souvent rattachées à des organisations à vocation économique ou à vocation de développement. C'est très très important sans doute d'évoquer cette problématique par rapport à ce qui vous intéresse. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais cette carte qui date de 2012 le représente assez bien, c'est-à-dire que vous avez 3 types d'organisations qui s'investissent dans la gestion de la sécurité en Afrique. Et je prends le cas ici simplement du Sahel. Hein. J'exclus tout le reste, mais du coup, les organisations seraient beaucoup plus nombreuses. Donc, d'une part, vous avez des organisations à vocation économique et de développement. J'ai déjà cité la CEDEAO. Mais la CEAC, pour l'Afrique centrale, intervient également, notamment les forces africaines qui ont été déployées en RCA l'ont été par la CEAC. Mais vous avez aussi la communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAD, qui avait été créée par feu Mouammar Kadhafi, qui a l'intention de redevenir de plus en plus présente sur ce terrain-là, parce que ce qu'il est important de savoir, enfin, ce qui est une évidence, ce que je vais dire, c'est que ces organisations n'existent que par le biais des États qui en sont membres. Et que donc, les différents États ont intérêt à
mobiliser différents cadres de coopération, et c'est une des raisons qui explique pourquoi elles sont si nombreuses. Donc par exemple, il est intéressant de savoir que l'Algérie n'est pas membre de la CENSAS, ce qui explique la raison pour laquelle le Maroc, qui comme vous le savez est en conflit ouvert avec l'Algérie sur la question du Sahara occidental, ou l'Égypte ont clairement l'intention aujourd'hui de revaloriser ce cadre de la CENSAD, qui est une organisation si large qu'elle va jusqu'à inclure Sao Tomé et Principe, pour faire pendant à d'autres mécanismes de gestion des conflits qui ont été mis en place, notamment par l'Algérie, dans le cadre de ce qu'on appelle le processus de Nouakchott. L'Algérie qui a créé en appui à ce processus qu'on appelle le comité d'état-major opérationnel conjoint, et qui visait à mobiliser les différents chefs d'état-major des différents pays. Mais vous avez également des organisations à vocation fonctionnelle qui sont mobilisées en termes de sécurité. Et il est intéressant de savoir que notamment la force qui lutte actuellement contre la secte Boko Haram, dans le bassin du lac Tchad, elle a été mise en place dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, qui est une organisation vouée à développer la région. Mais comme si ces nombreuses organisations n'avaient pas suffi, de nouvelles organisations sont créées. Et vous devez souvent entendre parler récemment dans l'actualité du G5 Sahel, qui est la dernière née des organisations sous-régionales africaines, dont le mandat est explicitement, dès le départ, de travailler à la fois pour favoriser le développement et pour promouvoir la sécurité, donc uniquement dans 5 pays qui sont la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Il y a 3 jours, non, enfin on est le cadre, oui c'est ça, il y a 3 jours, il y a une attaque de grande ampleur au Mali qui alimente de nouveau les critiques concernant la création de cette force. Il faut savoir qu'on juge comme inactive, non opérationnelle. Il faut savoir que le mandat de cette force n'a rien à voir avec le mandat d'une mission comme la MINUSMA dont je vous parlais tout à l'heure, la mission des Nations Unies au Mali. Le mandat de cette force est uniquement de sécuriser les frontières. Donc, les contingents sont uniquement présents de part et d'autre de chacune des frontières des 5 pays membres. Et justement, là où les critiques fusent aujourd'hui, c'est que c'est justement dans le cadre de cette mission de sécurisation des frontières que des groupes djihadistes ont pu s'en prendre à des contingents situés de part et d'autre du côté malien de la frontière entre le Mali et le Burkina. Donc, on s'aperçoit que l'ensemble de ces acteurs que je viens de mentionner, qu'il s'agisse de l'Union africaine, qu'il s'agisse des organisations sous-régionales africaines, des autres organisations de type UEMOA, Conseil de l'Entente, maintenant G5 Sahel, qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse de la force Barkhane française, qui est également très critiquée, dont on considère qu'elle obtient des succès au niveau tactique, mais absolument pas au niveau stratégique. L'Union européenne, que j'ai également mentionnée, qui entraîne les forces des pays africains, sont dans une situation d'échec ou de succès très limité pour ce qui concerne la gestion de l'insécurité sur le continent africain. Et que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de faire un travail de fond pour œuvrer en faveur d'une réforme profonde des forces de défense et de sécurité. Et c'est ce point-là que je vais développer maintenant. C'est-à-dire que depuis quelques années, enfin pas quelques années quand même, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, a été forgée une notion dans un cadre multilatéral, enfin dans un cadre britannique d'abord, puis ensuite repris dans le cadre multilatéral de l'OCDE, qui est la notion de réforme des systèmes de sécurité, donc qu'on appelle RSS.
Donc, quelle est cette approche? Alors, vous me direz, c'est une approche qui a déjà 22 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle fait ses preuves? On peut en douter également, mais je pense qu'il est important de considérer l'action sécuritaire sur le continent africain au-delà de la seule intervention militaire. Parce qu'on dit toujours, oui, on mobilise uniquement l'instrument militaire dans la gestion des crises et pas, on ne travaille pas sur le développement, on ne travaille pas sur la gouvernance. Je ne pense pas que ce soit juste. Il y a des choses qui se font en la matière. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réforme des systèmes de sécurité? D'abord, on a cherché à élargir la conception de la sécurité qui, traditionnellement, comme vous le savez, est conçue dans un cadre exclusivement national, statocentré et militarisé. Et donc, on a considéré que la sécurité reposait sur deux piliers, en l'occurrence les forces de défense et de sécurité proprement dites, et d'autre part les instances de la sphère exécutive qui sont légalement habilitées à les faire intervenir. Mais donc, on a assisté à un élargissement du concept de sécurité au-delà de la définition classique qui s'appelle le concept de sécurité humaine, qui considère que la sécurité peut également être mise à mal par des menaces non militaires qui sont liées à des facteurs politiques, économiques, sociétaux et environnementaux. Et cette approche en termes de sécurité humaine a donc commandé un élargissement de la façon dont on a conçu les systèmes de sécurité. Donc, comment a-t-on défini le système de sécurité? C'est-à-dire que, bien sûr, un système de sécurité est composé des services de défense et de sécurité, des autorités exécutives, mais également, et c'est très important puisqu'on va parler de la gouvernance dans le cadre de ce forum, des instances qui sont habilitées à exercer une supervision sur l'ensemble de ces forces. C'est-à-dire, et également des acteurs non étatiques qui opèrent dans la prestation des services de sécurité. C'est-à-dire qu'on a considéré que la sécurité, comme les autres domaines, devait être soumise à une gouvernance élargie. Donc, l'idée a été vraiment de développer une approche globale qui ne soit plus uniquement centrée sur le militaire, mais qui prenne en considération les autres forces, qu'il s'agisse bien entendu des forces de police, des douanes, des agents des eaux et forêts, de la protection civile, donc considérer que ces forces aussi concourent à la sécurité à la fois des États et des populations, mais également de considérer que toute réforme devait être axée sur 4 paramètres indissociables. D'abord, bien entendu, l'amélioration de l'opérationnalité des forces de défense et de sécurité, mais aussi l'amélioration de la gouvernance démocratique, la promotion en troisième lieu du respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux par les forces de défense et de sécurité, et enfin la contribution au développement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par améliorer l'opérationnalité des forces de défense et de sécurité? Bon, il s'agit bien sûr d'améliorer les performances sur le terrain, mais aussi l'efficacité de ces acteurs en travaillant sur la qualité de leurs ressources humaines, de leurs ressources administratives et de la façon dont leurs ressources financières sont gérées. Cette opérationnalité porte aussi sur le professionnalisme, c'est-à-dire le respect d'un certain type de normes et de standards, et également sur la réactivité. Pour ce qui est de la gouvernance, qu'est-ce qu'on entend par la gouvernance ? Donc, la gouvernance démocratique, ça ne se réfère pas à un modèle institutionnel spécifique, mais ça recouvre des principes fondamentaux qui peuvent s'appliquer dans différents contextes. On a bien vu l'année dernière, à la faveur de l'affaire Benalla, quel était le rôle central du Parlement dans la supervision des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est l'un des acteurs qu'il s'agit de mobiliser, faire en sorte que les dispositions constitutionnelles, qui généralement reconnaissent des prérogatives au Parlement en matière de supervision des forces de défense et de sécurité, puissent
être mise en vigueur. Quel est le rôle des cours des comptes, par exemple? Est-ce que les budgets des forces de défense et de sécurité doivent demeurer secrets? La question est évidemment pas de dire que tout doit être ouvert, mais il y a une grande différence entre la confidentialité, qui est absolument nécessaire, et justement cette culture du secret. Donc investir ces acteurs tels que les cours des comptes, c'est extrêmement important. Quel est le rôle des commissions des droits de l'homme? C'est-à-dire comment est-ce que le comportement des forces de défense et de sécurité peut-il être, là encore, surveillé? On s'aperçoit que de nombreuses forces qui ont été formées dans le cadre d'une approche opérationnelle, y compris récemment par l'Union européenne, etc., se sont malheureusement tristement illustrées dans des massacres qui sont intervenus au Mali ou encore, il y a un peu plus de temps, en République centrafricaine. Donc ça, c'est très très important aussi. Quel rôle peuvent jouer des institutions de médiation, médiateurs de la République ou les acteurs comme les ombudsman également, pour faire remonter les préoccupations de ces forces? Et enfin, le dernier point est comment réformer ces forces de défense et de sécurité afin qu'elles contribuent au développement de leur pays. Alors ça signifie développer des relations de confiance entre ces acteurs de sécurité et les populations, mais ça signifie aussi prendre en considération davantage la condition sociale de ces personnels, dont on s'aperçoit que très souvent, ils sont extrêmement mal rémunérés, qui n'ont pas d'assurance sociale, que quand ils vont au front, on laisse, en cas de décès, les corps sur les lieux de combat sans les rapatrier pour les familles. Tout ça, ça fait partie d'éléments de développement qu'il est extrêmement important de prendre en compte dans des politiques qui visent à réhabiliter le rôle de ces forces, puisque la question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment faire en sorte que l'Afrique reprenne la charge de sa propre sécurité. Alors bien entendu, les interventions extérieures en termes de soutien financier restent nécessaires à ce stade, mais l'objectif est de parvenir à ce que la sécurité, qui est quand même le domaine régalien et de souveraineté par excellence, soit davantage prise en main par les acteurs eux-mêmes, les acteurs africains eux-mêmes, pardon. Alors, juste pour conclure, je dirais que l'approche en termes de gouvernance démocratique des forces de défense et de sécurité, elle est l'objet d'un certain nombre de critiques. D'abord parce qu'elle est considérée comme trop normative et trop standardisée, comme essayant de transmettre des approches qui ne sont pas suffisamment centrées sur les spécificités africaines, et notamment parce qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte les dynamiques informelles et sociétales qui fondent la particularité des États africains. Donc l'un des enjeux aujourd'hui est de parvenir à ce que les forces de défense et de sécurité interviennent en se montrant beaucoup plus efficaces, bien entendu, en se montrant beaucoup plus respectueuses des cadres démocratiques et de protection et de promotion des droits de l'homme, mais également dans le respect d'un certain nombre de pratiques, de normes et de standards qui sont propres aux environnements sociétaux africains. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Alors, le temps court, évidemment, mais on vous a promis qu'après chaque intervention, il y aurait le temps pour poser 2 ou 3 questions. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Madame Bagayoko sur ces questions donc importantes pour être un peu le prélude de nos travaux sur la sécurité sur le continent africain? Oui. Alors. Bonjour, Emmanuel Dormemont, je suis le fondateur de l'initiative Plus d'eau pour le Sahel. Juste sur Niagalès, si vous pouvez revenir sur la diapo, l'avant-dernière diapo, où vous dites à la fin l'espace francophone n'est pas assez pris en compte. Je ne sais pas si vous voyez cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez élaborer Qu'est-ce qui est sous-jacent de tout ça? Alors, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le concept de réforme des systèmes de sécurité, à l'origine, il a été conçu dans un cadre anglo-saxon.
donc au Royaume-Uni d'abord et ensuite dans le cadre de l'OCDE. Et par exemple, on s'est aperçu qu'un certain nombre de préconisations, heureusement les choses ont évolué depuis, mais consistaient à recommander la suppression des gendarmeries parce qu'on considérait que c'était des polices militaires, hein, militarisées. Alors que quand on est familier avec la tradition francophone, on sait que c'est beaucoup plus compliqué, que ce sont des polices civiles à statut militaire. On s'est aperçu que la plupart des réformes faisaient référence à des systèmes de common law et non pas à des systèmes de civil law. Et que donc il fallait adapter le système. Par exemple, je parlais du contrôle des dépenses de défense et de sécurité. Dans un système anglo-saxon, les dépenses se font a priori. Dans un système francophone, elles se font dans un cadre a posteriori. Donc voilà, c'est vraiment des éléments techniques, mais extrêmement importants parce qu'ils auraient pu remettre complètement en cause l'architecture de sécurité des pays francophones. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce sujet-là, sachant qu'il fera l'objet d'une table ronde que vous allez animer dans quelques instants, madame. Voilà. Pas d'autres questions sur ce thème-là. Écoutez, je vous propose donc de reprendre place dans la salle et je vous remercie de votre intervention et de vos précisions.